Salut à tous, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'anime Paranoia Agent. Paranoia Agent est une série sortie en 2004, produite par le studio Madhouse et qui est l'unique réalisation de série TV par le regretté Satoshi Kon. Dans Paranoia Agent, on suit donc au départ Tsukiko Sagi, qui est une créatrice d'une peluche ultra populaire qui s'appelle Maromi, et qui est dans une entreprise qui la pousse à faire de plus en plus de peluches à des délais insoutenables. Et vis-à-vis de cette situation, elle va rentrer le soir en panique un petit peu et va se faire agresser par le gamin à la batte. Un mystérieux enfant habillé d'une casquette, de rollers dorés et d'une batte de baseball usée. Et cet enfant à la batte va tout simplement récidiver plusieurs fois. Et c'est là que commence l'histoire parce qu'en fait on va suivre différentes personnes qui vont se faire agresser par le gamin à la batte. L'opening et l'ending sont hyper bizarre. Euh, Ça joue bien avec le titre qui est lié à la paranoïa en fait. On a des personnages qui rigolent comme des fous à la suite avec une musique très bizarre aussi. Vraiment c'est peut-être l'opening et l'ending plus bizarre que j'ai vu de ma vie. Parce que l'ending en fait on a juste une musique un peu en mode conte de dessin animé quoi. Un peu berceuse en fait. Où les personnes agressées, on va dire, dorment autour d'une géante Maromi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution du succès de Maromi face à l'évolution de la crainte du gamin à la batte. Parce que d'un autre côté, on a Maromi qui est la peluche fétiche de tout le monde qui est censée apporter de la paix, et de l'autre côté, on a le gamin à la batte qui apporte la peur en fait de se faire agresser à tout moment. Le truc c'est qu'en fait, l'évolution de la crainte du gamin à la batte a demandé aux gens de trouver une paix par quelque chose, et Maromi s'est vu augmenter, on va dire. Évidemment, il y a d'autres choses qui sont en lien. On va maintenant s'attarder un peu sur les personnages. On a notamment le vieil homme qui est dès le début assez mystérieux parce qu'il s'amuse à écrire une formule mathématique impossible sur le parking. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fin d'épisode, on a un peu une sorte de monologue de ce dernier qui raconte un peu tout et n'importe quoi. Il y a un sens particulier. On sent que ça peut être quelqu'un un peu fou, c'est quelqu'un qui a une importance quoi. On va donc se concentrer sur les autres victimes, parce qu'en fait on va pas avoir un personnage principal à l'histoire. Disons que Tsukiko Sagi on va l'avoir plusieurs fois dans l'histoire, mais comme d'autres personnages en fait. Donc on a eu Akio Kawazu qui est lui un journaliste qui recherche un peu de buzz, on va dire, d'un article qui peut marcher parce qu'il est criblé de dettes. Donc lui aussi il a été agressé par le gamin à la batte, mais auparavant il essayait de faire un peu des menaces on va dire à Tsukiko Sagi pour avoir des informations pour gratter le buzz on va dire. Donc en fait il faisait l'enquête de son côté alors que il n'était pas policier. On a aussi Yuichi Taira qui est le beau gosse de son école, il est frais, il est fort dans tous les domaines. Sauf que le problème, c'est qu'il ressemble étrangement au gamin à la batte. Et donc, en fait, il est passé de gamin super populaire, délégué, etc., à quelqu'un qui attise la peur auprès de ses camarades. Sauf que lui, il est totalement innocent dans l'histoire. Et en fait, il est en pleine période de réélection et va devoir faire face à Shugo Ushiyama, qui lui est en fait le petit un peu enrobé qui est aussi admiré de sa classe par ses blagues, par le fait que il est sympa quoi. Il est sympa même s'il est un peu faible en sport, et c'est pas le plus fort en fait, il arrive à quand même avoir une certaine popularité. Sachant qu'il a déjà été changé de classe auparavant vis-à-vis de son problème de poids, il était un peu harcelé. Là il a changé d'école on va dire, et en fait il essaie de se renouveler un petit peu pour ne pas se faire tout simplement harcelé. Et en fait il est un peu gentil aussi avec tout le monde, ce qui va faire en fait il est plus populaire que Yuichi avant les élections, ce qui va commencer à révéler un peu la face sombre de Yuichi qui veut qu'il se fasse agresser par le gamin à la batte, parce que en fait c'est une menace pour lui, pour sa popularité en fait, et en fait il ne supporte pas être le deuxième quoi. Si lui au début dit qu'il s'en fiche, en fait il est tellement accro à la popularité qu'il se fait des films et qu'il veut le malheur de ce petit gros comme il dit. Voilà, il commence à avoir une haine grandissante envers ce petit qui est gentil même avec lui, hein, il a beau avoir des menaces autour du dos, lui, Shugo, lui, il est totalement gentil avec Yuichi, il demande si ça va, etc. Il va avoir un premier passage où carrément Yuichi va l'agresser, chose qui va être carrément pris en caméra par diverses personnes et diffusé autour des autres camarades de classe, et Shugo va quand même le défendre. Shugo, c'est vraiment le frère, quoi.
mais le frère qui prend la popularité de Yuichi petit à petit, et Yuichi commence à se faire des films en mode bah c'est la faute de Shugo s'il en est là, et vraiment il espère que ce camarade de classe une grosse batte dans sa tête. Ce qui va finalement se passer, et en fait bah du coup Shugo va finir à l'hôpital, ce qui va continuer à attiser les rumeurs autour de Yuichi, parce que bah le camarade de batte est toujours là, et voilà. Sauf que finalement, c'est aussi Yuichi qui va se faire frapper par le gamin à la batte, et il va se retrouver à l'hôpital, mais il va être content parce que bah, il va dire bah au moins on sait que c'est pas moi quoi. Donc bon, ça veut dire que ça se finit plutôt bien, mais on sent vraiment qu'en fait bah, toutes les personnes qui sont un peu touchées, sauf bah, du coup le mystère un peu autour de Shugo, j'avoue que c'est un personnage que je trouve il manque un truc à sa paranoïa, parce qu'en fait vraiment tous les personnages qui sont attaqués sont touchés de près ou de loin de la paranoïa. Alors je me dis que c'est peut-être lié à son ancienne vie un peu harcelée quoi, mais voilà. Donc en tout cas, on se retrouve donc avec Yuichi à l'hôpital également. Yuichi qui avait une professeure particulière qui s'appelle Harumi Shuno, qui va être la prochaine victime, on va dire, de le gamin à la batte. Et pourquoi ça va être la prochaine victime? Tout simplement parce que, en fait, Harumi Shuno, c'est quelqu'un qui semble assez droit dans ses bottes, assez calme dans la vie, on va dire. Mais en fait, elle se retrouve avoir une double personnalité. Une double personnalité, donc elle s'appelle Maria, et dans laquelle elle est tout simplement une prostituée la nuit. On va notamment coucher avec Masashi Kamei, l'otaku, comme on peut le surnommer, qui en fait fait l'amour mais pense à ses figurines en fait et les regarde en fait. Il est assez bizarre ce personnage, mais on va le revoir par la suite. On a aussi Masami Hirukawa qui est l'un de ses clients, qui a cette particularité de demander qu'on l'appelle papa. Et donc pour en revenir pour l'instant sur Maria, en fait, elle prend la place de Harumi la nuit et lui envoie carrément des messages vocaux sur un téléphone pour lui dire tu ne m'auras pas, je vais rester dans ton corps, je vais continuer à utiliser ton corps la nuit pour m'éclater, etc. Vraiment, c'est la folie pure, cette Maria. Et en fait, elle commence à rendre un peu fou aussi Harumi, parce que bah, c'est son corps, et en fait, elle n'arrive pas à s'en défaire de... Bah, on ne sait pas si c'est de la nymphomanie peut-être cachée, et du coup, elle utilise sa deuxième personnalité pour assouvir ses besoins, mais en tout cas, c'est quelque chose qui lui pèse énormément depuis assez longtemps. Elle va avoir carrément une sorte de psychologue pour ça, qui dit que ça va se calmer, mais finalement, en essayant de se libérer de cette Maria, envoyer au déchet bah, sa perruque et son fameux point noir qu'elle utilise pour bah, changer de personnalité, on va dire. Malgré ça, elle revient Maria, et c'est assez compliqué, jusqu'au jour où elle essaie de se battre en pleine nuit face à sa double personnalité, et se fait attaquer par le gamin à la batte, encore une fois. Donc elle va se faire agresser en tant que Maria, et donc Maria va plus ou moins disparaître. Donc on voit depuis le début vraiment cette chose qui arrive, voilà, cette puissance au fait autour du gamin à la batte qui fait disparaître un peu les problèmes, on va dire, des victimes. Et enfin, on va retrouver Masami Hirukawa, qui est l'un des clients de Maria, qui bah, du coup va devoir retrouver d'autres prostituées en fait pour combler le manque de Maria, et va vraiment demander à ces prostituées qui sont assez proches de seuil de la majorité, on va dire qu'elle a 18-19 ans quoi, elle est proche d'être mineure en fait, il va demander qu'elle l'appelle papa. Et pourquoi ça? En fait tout simplement, on va le savoir par la suite, mais pour l'instant c'est pas le sujet, avoir un peu la vie de Masami Hirukawa, qui semble être un père de famille aimant, d'après ses dires, il a acheté une maison, et bah, il vit sa vie de policier comme il l'entend, mais il se vante vraiment de valeurs saintes, quoi. Et en fait, dans le dos, bah, on voit vraiment pas sa femme, et on voit que bah, sa maison est justement en train d'être construite, mais on dirait qu'il est criblé de dettes. Et en fait, il passe ses nuits à sortir, à aller au casino, à coucher, donc à tromper normalement sa femme. On ne sait pas trop s'il a une femme ou pas au final, mais voilà. Et au bout d'un moment, il va se faire, on va dire, agresser par d'autres personnes qui veulent qu'il rembourse de l'argent. Et en fait, il va devoir faire ce qui est des choses illégales. En fait, il va devoir voler. Il va devoir voler avec un masque. Voilà, il va voler des grands-mères, il va voler des familles, il va cambrioler, il va faire plein de choses du genre. Et en fait, pour justifier ça dans sa tête, il va se comparer à un héros dans une sorte de manga. Et en fait, bah, il va se comparer à cet héros-là
Alors qu'en fait il fait un peu totalement l'inverse quoi. Au lieu de sauver une femme, il essaie de sauver une glace de billets, enfin c'est un peu bizarre quoi. En fait il fait ça un peu pour se changer un peu ses idées, pour se dire que bon, il fait pas quelque chose de mal, il fait ça pour sa famille qui sont totalement disloquée en fait. Et donc il va faire face au gamin à la batte, sauf que cette fois-ci il va réussir à bloquer le gamin à la batte. Et oui, on est au milieu de la série et le gamin à la batte est arrêté. Et oui, c'est super bizarre, mais oui, ça se passe comme ça, le gamin à la batte, qui vraiment, depuis le début, attaque des personnes qui ont des problèmes psychologiquement. Masami arrive à l'arrêter, à le frapper, à le mettre en prison, on va dire. Donc c'est vraiment très perturbant parce que depuis le début, on a vraiment un suspense de malade autour du gamin à la batte, on apprend un petit peu à devenir c'est qui au fur et à mesure des extraits, mais ils ont toujours une vision floue de sa tête, quoi, parce qu'il est caché avec sa casquette. Et voilà, il a vraiment cette sensation de terreur qui se développe un peu dans la ville, quoi, en mode qui est le gamin à la batte. Et le gamin à la batte se fait arrêter. Le gamin à la batte qui se retrouve être un jeune adolescent qui, lors de son interrogatoire de police, semble totalement fou. En fait, il imagine être un policier. En fait, ce gamin à la batte, ça aurait pu être une victime du gamin à la batte, parce qu'il est totalement fou, et il imagine en fait qu'il est un sorte de héros qui doit arrêter une créature qui se met dans les gens. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on a pas mal de moments où ça sort de la direction artistique du global de l'anime, quoi. Et là, on va être vraiment dans une aventure un peu isekaiesque, mais c'est pendant un épisode. En fait, ils vont relier les faits grâce à cette sorte de jeu vidéo, quoi. Et donc, on adore les deux policiers qui sont sur l'enquête. Keiichi Ikari, qui lui va avoir un sentiment de détachement par rapport à ce monde bizarre, qui a l'air très intéressant pour la suite. Et en fait, on va avoir à côté Mitsuhiro Mariwa, qui lui va avoir un sentiment vraiment en mode il va se mettre à fond dans ce monde-là, en mode il est un peu l'assistant, etc. quoi, et va lire le livre qui est lié à ce monde qu'il a à moitié inventé, le gamin, pour du coup relier les faits entre eux. Ce qui est intéressant à noter dans ce passage un peu isekaiesque aussi, c'est que la fameuse personne qui donne les quêtes, c'est le vieil homme. Aussi à prendre par suite que ce vieil homme était un magicien hors pair durant sa vie. Et il a notamment fait des tours comme le fait de se dédoubler, ce qui aura une importance pour la suite. Et donc on va apprendre qu'en fait, ce gamin à la batte, c'est un sorte d'usurpateur, en fait. C'était pas le vrai gamin à la batte, c'est un gamin à la batte qui ressemble au gamin à la batte, mais il a commencé à faire ses faits seulement sur du coup Shugo Ushiyama, donc la seule personne qui l'a agressé vraiment, c'est Shugo Ushiyama, et Masami Hirukawa. Les autres personnes, il ne les a pas agressées, c'était le gamin à la batte. Ce qui explique en fait tout simplement en fait le début de la situation, c'est qu'en fait Shugo Ushiyama il n'avait pas de problème particulier, et Masami Hirukawa il en avait peut-être, mais il n'est pas assez révélé. En tout cas, il a aussi à tenir tête au gamin à la batte, qui va pas l'empêcher à qu'il soit enfermé en prison pendant un petit moment. On va donc se concentrer sur la vieille dame qui était présente lors d'un peu de la course de Tsukiko Sagi au départ, et qui vit totalement seule parce qu'en fait sa famille a été disloquée, comme je l'ai dit, disloquée, ça fait référence à Masami Hirukawa. C'est donc la famille de Masami Hirukawa. Et en fait, on va nous présenter tout simplement Taeko Hirukawa, qui est donc la petite fille de la vieille dame, qui vit seule en fait. Elle ne vit plus avec sa famille, tout simplement parce que elle avait beau être hyper fan de son père qui était un policier, et voilà, elle se voyait faire sa vie dedans aussi, elle était vraiment fan de son père. Pour son anniversaire, sa fille veut faire un petit cadeau à son père, et change son fond d'écran d'anniversaire, sur son PC, et se rend compte que dans la corbeille, il y a une fameuse vidéo. Une vidéo où on la voit tout simplement se déshabiller via une caméra, et elle se rend compte que son père avait installé une caméra dans sa chambre pour la voir se déshabiller. Et c'est pour ça qu'au début, il disait au possible de l'appeler papa, c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement bizarre, des tendances du coup pédophile. Et c'est donc pour ça que, en fait, Taeko Hirokawa va de toute façon quitter la famille, et
Masami Hirokawa continue à se balader, etc. Et donc on voit vraiment qu'en fait il est totalement fou. Masami Hirokawa, il a vraiment les pires vices et a créé cette sorte de mensonge hyper grand autour de ses valeurs pour combler ses problèmes mentaux, quoi, vraiment. Malgré tout, Taeko Hirokawa, elle souffre de situation, elle souffre parce qu'elle est seule, elle est en pleine pluie, on sait même pas trop comment elle vit, et son père l'appelle toujours à chaque fois, jusqu'au jour où le gamin à la batte va l'agresser. Et oui, le gamin à la batte, du coup, est toujours en vie, est toujours dehors, et agresse toujours des personnes, et donc il va se passer quelque chose d'assez bizarre, mais en même temps logique avec le gamin à la batte, c'est que le gamin à la batte va enlever tous les problèmes de Taeko Hirokawa, grâce au fait qu'elle va totalement devenir amnésique. Son père va aller à l'hôpital et se rend compte qu'elle est totalement amnésique, qu'elle ne se rappelle plus de lui, qu'elle est à moitié folle. Et en fait, lui semblait devenir fou aussi. Alors, on ne sait pas trop si lui devient fou exprès pour rester avec elle ou s'il le devient vraiment suite à cette révélation. Mais en tout cas, ils sont dans des parcs comme ça, ils ont un sourire hyper bizarre et vont faire comme si c'était une famille, quoi. Alors que Bombi est totalement détruite. Pour en revenir à la vieille dame, elle va informer les policiers qu'elle a observé Tsukiko Usagi et se rendre compte qu'en fait Tsukiko Usagi ne s'est pas fait agresser, c'est une fausse agression, il n'y avait pas de gamin à la batte. Et un des derniers petits points, c'est que du coup Mitsuhiro Maniwa semble devenir petit à petit de plus en plus étrange et a dans sa maison une sorte d'endroit où il entend beaucoup de choses. Ça va avoir une importance évidente pour la suite, pour quand on va le revoir. Et pourquoi je dis ça en fait, c'est parce que du coup Keishi et Mitsuhiro vont tout simplement se faire virer. Le faux gamin à la batte va se faire agresser par le vrai gamin à la batte, sauf que là ça va aller plus loin qu'avant, ça va aller directement sur une mort en fait. On ne sait pas si c'est un suicide du faux gamin à la batte ou pas, mais en tout cas on va passer de simples victimes qui vont à l'hôpital etc parce qu'ils ont pris un coup de batte, à quelqu'un qui va mourir à cause de cette histoire. Ce qui va évidemment relancer un peu les rumeurs, et donc ils vont se faire virer pour leur mauvais choix. En fait, ils n'ont pas du tout arrêté le bon gamin à la batte, et donc ils vont se retrouver démis de leur fonction, quoi. Et donc ça va amener vers différents épisodes, alors des épisodes qui se détachent un petit peu de la trame scénaristique principale, mais elles nous permettent de comprendre un petit peu à quelle mesure le gamin à la batte est important dans le reste du pays. On va voir un épisode assez marrant dans lequel on va suivre tout simplement des personnes qui vont vouloir mourir. En fait, c'est un groupe qui va vouloir mourir, et donc on va voir Fuyubachi, Zèbre et Kamome. Kamome qui est une jeune adolescente, et ce qui surprend énormément, Fuyubachi et Zèbre vont tout d'abord s'enfuir pour essayer qu'elle ne se suicide pas avec eux, parce que elle est assez jeune et ils n'ont pas envie que personne aussi jeune meure un peu de leur faute, quoi. Après finalement ils vont la retrouver, etc. Et ils vont devoir essayer de mourir avec elle, mais avant ça, ils vont faire un petit voyage. Un petit voyage dans lequel ils vont quand même s'amuser un petit peu. Ils vont essayer de se suicider, mais finalement, ils vont rater. Et Fuyubachi vont essayer de abandonner Kamome pour qu'elle ne meure pas, on va dire. Mais elle va pleurer en mode mais c'est pas tout seul, etc. Vraiment une relation assez bizarre, mais qui va faire que finalement ils vont passer une petite nuit dans un hôtel japonais, ils vont passer au onsen, ils vont manger de bonnes choses, etc. Et reparler du gamin à la batte en disant que en fait, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est le lien, c'est que du coup le faux gamin à la batte s'appelait sur ce fameux réseau Fox. Et en fait, Fox, c'est du coup ce fameux faux gamin à batte avait aussi des envies suicidaires. Et donc, il commence à envier ce faux gamin à la batte, qui s'est fait agresser par le vrai gamin à la batte, et donc toutes leurs envies de mourir pouvaient être réalisées par le gamin à la batte, qui pouvait exaucer leurs souhaits. À ce moment-là, le gamin à la batte apparaît, et en fait, ils vont avoir une réaction qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'ils vont vraiment sauter sur le gamin à la batte en mode « Ah, t'es là, oh, on est trop content que tu sois là, viens nous frapper, etc. viens nous tuer complètement ». Et là, le faux gamin à la batte va avoir peur carrément, et va s'enfuir. Ils vont être déçus évidemment. Globalement, l'épisode se termine à peu près comme ça, finalement. On dirait qu'ils vont pas mourir tout de suite en tout cas. On ne sait pas ce qui va se passer évidemment par la suite, mais voilà. Donc sinon c'est intéressant pour le lien qu'ils avaient donc avec Fox, avec le faux gamin à la batte, mais aussi du coup le sentiment qu'ils ont face au gamin à la batte, c'est limite de l'admiration, quoi.
C'est assez intéressant. Un autre épisode aussi assez intéressant, c'est celui d'après. En fait, on va voir des sortes de commères, voilà, des dames, qui vont, semblerait-il, inventer des histoires autour du gamin à la batte. Vraiment de nombreuses histoires plus farfelues les unes que les autres. Il y a une autre dame en dehors de ce trio qui raconte des histoires, qui est la femme d'une scénariste, mais sauf que ces histoires tiennent encore moins debout. Et les autres disent mais non mais toi tu mens même pas bien, on croit même pas à tes histoires. Elles limite elles savent qu'elles se mentent à eux-mêmes quoi, vraiment dans leurs histoires, mais elle semble être encore plus loin. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'à la fin de cet épisode, le mari, donc le scénariste, va se faire agresser par le gamin à la batte, va être sur le point de mourir, et cette dame qui semblait super calme depuis le début, elle va commencer à devenir une sorte de commère en mode comment il se fait agresser par le gamin à la batte, pourquoi, comment, vraiment, elle insiste de fou et n'appelle pas du coup les urgences pour sauver son propre mari. Donc vraiment on voit que le gamin à la batte a tout simplement une puissance dans la vie des gens qui fait qu'ils le mettent avant tout quoi. Ces quatre commères vraiment le mettent sur un piédestal extrêmement important, plus important que la propre vie de leur famille quoi. Voilà, c'est vraiment assez violent, et donc on voit vraiment que du coup, dans tout le pays, cette histoire de gamin à la batte fait des ravages et fait parler d'elle, quoi. La dernière intrigue un peu secondaire, mais aussi très intéressante, c'est l'intrigue autour d'un studio d'animation qui va faire la série sur Marumi. Marumi qui est donc la peluche de Tsukiko Sagi, et qui va donc avoir le droit à une adaptation télévisée qui est notamment liée à un gamin à la batte. Encore une fois, c'est un lien avec la fin de l'histoire. Bref, ce qui va être super intéressant, c'est qu'on va apprendre un petit peu le monde de la Japanimation grâce à cet épisode. On va nous apprendre c'est quoi un directeur d'épisode, c'est quoi un chargé de production, etc. Et on va donc suivre un assistant de production qui vraiment a une vie pourrie en termes du coup d'heures de travail. Il va faire plein de gaffes, on va l'appeler un peu le gaffeur. Et chaque matin, enfin chaque nuit, on ne sait pas trop quelle heure il est, mais il semble être assez tôt et le mec semble totalement endormi. Il va retourner à son travail en voiture et va avoir des sortes d'hallucinations dans lesquelles il va croiser le gamin à la batte. Bref, des personnes commencent à mourir ou à être blessées de plus en plus dans le studio d'animation, et le rythme s'intensifie. Évidemment, c'est une référence au vrai studio d'animation, et ce qui montre vraiment une image très noire des studios d'animation, évidemment. Surtout que du coup d'ailleurs on a un vrai réalisateur qui connaît le domaine, le regretté Satoshi Kon, et ce qui va être important, c'est qu'en fait ils vont réussir au final, malgré tous les retards, à se faire une sorte de cassette, mais la personne qui finit cette cassette pour du coup l'histoire est en train de mourir, et le producteur lui il prend la cassette, il s'en fout que le mec soit mort là, mais l'assistant de production qui semblait mort à cause du Game Bat va se venger et frapper le mec. Donc en gros tout le monde est mort, l'assistant de production lui il va avoir la cassette dans ses mains et avoir du sang en mode il est mort quoi, et du coup les autres producteurs vont prendre la cassette et voilà, la série va se diffuser normalement, tout le monde est mort dans le studio d'animation et voilà. Euh, Vraiment un épisode assez noir et qui est plutôt intéressant je trouve quand même, mais l'épisode qui m'a le plus marqué je pense c'est peut-être celui d'après qui va être concentré sur Keiichi Hikari, l'homme qui a perdu tout sur son travail. En fait ce qui est intéressant c'est vraiment tout ce qui va être développé, tout simplement on va apprendre qui est sa femme qui en fait épouse vraiment admirative de son mari, parce qu'en fait c'est une épouse qui était censée mourir bien plus tôt. Elle est censée mourir, et finalement elle a réussi à sortir avec Keiichi Hikari, et malgré le fait qu'elle soit faible, etc., il l'a acceptée telle qu'elle est, et en fait, ce Keiichi Hikari, il travaille pour deux, en fait, vu qu'elle ne peut pas travailler, il travaille deux fois plus, il rentre tard le soir, ou il ne rentre pas, mais il est là parce que sa femme ne peut pas travailler, c'est vraiment l'époux modèle. Enfin en tout cas comment il est décrit, on ne sait pas toute sa vie etc, mais en tout cas il est super attaché à sa femme qui elle est extrêmement attachée à lui, qui prépare tous les soirs qu'il ne rentre ou qu'il ne rentre pas un repas et un bon bain chaud. Vraiment qu'elle est obligée un peu de rester chez elle, et en profite pour préparer au mieux le retour de son mari. Et donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'en fait au départ elle va appeler comme le gamin à la batte parce qu'elle a des envies un peu suicidaires, évidemment, vu que son mari rentre assez tard ou ne rentre pas, et souvent il ne rentre pas trop, parce que du coup son mari est devenu un homme de chantier. Il fait 3 chantiers par jour et il ne s'arrête pas de travailler, tout ça pour compenser le fait qu'il n'est plus policier et pour ramener de l'argent, etc.
mais il s'enferme un peu dans son travail aussi par peur de rentrer à la maison, il y a vraiment ce sentiment-là aussi. Et en fait, elle va raconter tout ça au gamin Labatt, qui est devenu de plus en plus fort, qui est devenu carrément musclé, géantissime, et en fait, on va voir le gamin Labatt à travers une ombre. Vraiment, les choix de réalisation sont trop bien quand tu vois la fin de la série, quoi. En fait, on voit le gamin Labatt qui est enragé parce qu'il ne peut plus attaquer la femme de Keiichi Ikari, parce qu'elle n'a plus d'envie suicidaire au final, parce qu'elle raconte sa vie, raconte sa maladie, son amour, sa loyauté envers son mari, et elle fait une sorte de leçon au ce gamin Labatt en expliquant que c'est à cause de lui que sa vie est gâchée, à cause de lui que Keiichi Ikari n'a plus son travail, à cause de cette affaire classée, il est surmené de travail, il fait ça pour penser à autre chose, et va dire la vérité que le gamin Bat n'existe pas. Et en parlant d'exister ou de pas exister, Keiichi Ikari va, lors d'un chantier, retrouver une personne qu'il a mis derrière les barreaux, un voleur assez âgé, qui s'est donc retrouvé au final dans un chantier, pour travailler, pour se réinsérer. Et en fait, ce vieil homme, ce voleur, lui, c'était vraiment un voleur de l'ancienne école. Il avait des outils vraiment assez anciens, etc. Et en fait, Keiichi Hikaru, il se rend compte que, bah, il avait fait son temps aussi. Le voleur et lui, ils ont vraiment le sentiment d'être d'un ancien monde, et que le nouveau monde de la police, le nouveau monde du voleur, etc., ça a bien changé. Et en fait, Yashikari se retrouve assez nostalgique de ce moment. Et le voleur va l'emmener au final dans cette ancienne vie, dans ses anciennes mœurs, avec ses voleurs, etc. Et en fait, Yashikari va se retrouver dans un monde en 2D. Un monde un peu à la Paper Mario. Et voilà, on a vraiment cette direction artistique qui change totalement du reste. Donc Kishigaru c'est la seule personne au design un peu normal, et le reste c'est vraiment des personnages en Paper Mario, avec vraiment une influence presque western je trouve, dans le visuel. Encore une fois c'est un peu quelque chose qui permet de montrer le talent de réalisation de Satoshi Kon, et je trouve que ça colle parfaitement bah, du coup au propos, c'est qu'en fait on a un ancien monde qui semble un peu lié à Keshikari, c'est-à-dire que vraiment ils sont tous en train de le regarder bizarrement, ils n'ont pas d'arrière-pensée derrière lui, c'est pour ça qu'ils sont un peu en 2D, en Paper Mario, vraiment ils ont un visage et ils n'ont rien d'autre, derrière ils n'ont rien quoi. C'est vraiment, je pense, c'est ça qui a amené ce choix de direction artistique, et je trouve que c'est parfait pour ce que ça va raconter. Et donc Keshikari va s'enfermer dans ce monde, il va se faire un peu isekai au final, dans ce monde en 2D, en ce monde en Paper Mario. Ça ne sera pas Paper Mario la porte millénaire, mais il pourrait bien y rester pendant des millénaires dans ce monde, tellement il l'aime. On va se concentrer maintenant sur l'avant-dernier épisode durant lequel on va revoir Mitsuhiro Mariwa, qui est devenu tout simplement un sorte d'héros lui aussi. À l'instar du faux gamin Labatt, il va devenir une sorte de super-héros qui traque le gamin Labatt. Il va continuer son enquête, et vraiment il a cette position en tant que héros de comics quoi, je trouve. Vraiment il y avait des sensations comme ça, et je trouve que c'était super intéressant avec le ciel qui s'assombrit, parce qu'on rentre dans le côté un peu plus dark de l'histoire. On a tout ce passage dans la maison de l'otaku du coup, qu'on avait vu au début, dans lequel les figurines de ce dernier vont aider Mitsuhiro Marikawa à joindre les deux bouts. Tsukigo Sagi à l'époque, son agression quand il était jeune par un gamin Bat, en fait c'était une excuse. Parce qu'en fait son chien, Marumi, avait été tué à cause d'elle, on va dire, dans un accident de la route. En fait elle avait les idées ailleurs, et son chien a couru et s'est fait percuter par une voiture. Sauf que elle-même, pour se libérer de cette tragédie, va inventer cette fameuse histoire de gamin à la batte, dont son père va faire semblant de la croire, dans le fait d'apaiser un peu son désespoir, quoi. Et bah, au final, son invention de Marumi, qui est donc la mascotte la plus populaire, c'est en fait tout simplement son chien qu'elle a retranscrit de façon kawaii, on va dire. Et d'ailleurs, depuis le début, elle n'arrive pas à refaire de mascotte, et en fait, c'est la raison. C'est parce qu'en fait, la seule raison qu'elle avait créé cette mascotte, c'est pour se rappeler de Marumi. C'est pour ça que ce Marumi, il parle depuis le début, c'est parce qu'en fait, c'est son chien incarné, on va dire. Et à travers toutes ces révélations, Mitsuhiro Maniwa va faire face à Tsukiko Sagi en lui disant ses 4 vérités. Le grand gamin Labatt va arriver, et bah, Marumi va emmener Tsukiko Sagi dans le monde dans lequel est Keiichi Ikari. Et donc globalement après tout ça, on va rentrer dans l'épisode final dans lequel Tsukiko Sagi et Keiichi Ikari vont entretenir une sorte de relation père-fille bizarre, alors qu'ils ne sont pas du tout reliés dans la famille, mais Keiichi Ikari, qui est totalement enfermé dans ce monde, va à moitié l'accepter, jusqu'au moment où il va retrouver sa femme, Misai Ikari,
de l'époque, on va dire, et qui va lui dire que en fait dans son vrai monde, elle est en train de mourir quoi, elle est à l'hôpital, et elle est sur le point de mourir, elle va même mourir normalement, ce qui va totalement remettre dans la réalité Keiichi Hikari, qui va dire à Tsukiko Sagi mais pourquoi tu m'appelles papa, en gros, et ils vont revenir dans le monde normal qui est dévasté par le gamin là-bas qui est devenu tellement fort face à la parole des gens, qui est devenu une sorte de poudre, voilà, qui tue tous les gens qui apparaissent, qui fait des dégâts énormes. Et ce qui va se passer, c'est que Tsukiko Sagi et Keiichi Hikari vont quand même s'enfuir face à tout ça. On va voir Mitsuhiro Maniwa qui va continuer à se battre. Et donc au final, elle va réfléchir aux 4 vérités qu'a dit Mitsuhiro. Et finalement, Naomi va se transformer en vrai chien face à tout ça. Et cette fois-ci, Tsukiko Sagi va sauver son chien, ce qui va mener au flashback final. On va vraiment voir ce qui s'est passé de A à Z au niveau de cette histoire de chien, et qui va amener en fait à la libération du monde, on va dire. Le monde va finalement, semblerait-il, oublier Marumi, et finalement la nouvelle mascotte ça va être le chat qui était l'une des mascottes de l'otaku. Ce qui va changer, c'est que Tsukiko Sagi ne va pas du tout être une créatrice, les autres personnages vont rester à peu près comme ils sont, et dans la fin de l'histoire, on va se rendre compte que le vieil homme, en tout cas dans le passage de l'ending, est devenu Mitsuhiro Maniwa. Donc est-ce que finalement Mitsuhiro Maniwa était ce vieil homme au départ? En tout cas, on le voit plus vieux en train de faire la fameuse équation du départ. Une fin qui joint les deux bouts, qui arrive à conclure l'intrigue. Au final, cette histoire de gamin à la batte, c'était une histoire qui a été inventée par Tsukiko Sagi quand elle était jeune pour se dédouaner de la mort de son chien. Et c'est pour ça que la femme de Hikari disait que Marumi et que le gamin à la batte étaient la même personne, tout simplement parce que c'était la même personne qui était inventée par Tsukiko Sagi pour calmer ses angoisses, quoi. Ce qu'elle a donc réutilisé par la suite, vu qu'elle était la première victime, et donc créé le fameux gamin à la batte. Les personnes un peu paranoïaques qui ont vu ça à la télévision ont elles-mêmes été agressées par le fameux gamin à la batte. 2 personnes ont été agressées par un faux gamin à la batte, et c'était donc Shugo Uchiyama et Masami Hirokawa qui a donc arrêté le faux gamin à la batte, et après les autres personnes sont donc agressées toutes seules, et voilà globalement ce qui s'est passé. Et ça permet donc de dire que toutes les personnes qui ont été agressées par le vrai gamin à la batte qui n'existe pas, en fait se sont agressées elles-mêmes, enfin elles étaient totalement atteintes de paranoïa chacune, et voici donc la conclusion de cette histoire globalement. Une très belle histoire qui a été gérée de main de fait par Satoshi Kon au niveau de la réalisation, de très bonnes idées visuelles pour un thème qui est aussi super intéressant. Et vraiment, je vous conseille vivement cette histoire. La tension de cette histoire est trop bien gérée. Chaque personnage est vraiment super intéressant. Et l'anime n'a bien vieilli. Il est sorti en 2004 et vraiment, il a cette direction artistique qui fait qu'il ne vieillit pas. Sur certains aspects, le gamin à la batte, ça m'a rappelé un peu Billy Bat de Naoki Urasawa. Au niveau de tout ce qui concerne sa popularité à la chauve-souris, au fait qu'il y en a une vraie, une fausse, au fait que c'est un peu des inventions des fois, au fait que c'est lié plus ou moins à la réalité, voilà, je trouve qu'il y a un petit lien comme ça qui m'est venu, notamment lorsque les commères ont raconté les histoires du fameux gamin à la batte qui n'existait plus ou moins. Vraiment ça m'a fait penser à Billy Bat à ce moment-là, mais en tout cas, je vous conseille les deux, mais en tout cas, Paranoia c'était vraiment une très très bonne surprise, et c'est la seule œuvre vraiment réalisé en série TV du regretté Satoshi Kon, et c'est dommage parce que vraiment il a fait une superbe œuvre. En tout cas c'était un grand monsieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut.